Par un après-midi étouffant dans la banlieue de Chicago, le soleil peinait à briller. Linda marchait dans une rue familière, portant un sac rempli d'achats, comme elle le faisait depuis 20 ans. Du poulet, quelques légumes, une boîte de chocolat, les préférés de son petit-fils David, et une livre de riz, de quoi préparer un dîner joyeux. Elle portait ses vieilles baskets, usées sur les bords, et son gilet gris favori, un peu froissé mais propre. En approchant du portail de leur maison, dans un quartier tranquille de l'Illinois, une lourdeur envahit sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ressentit comme un vent glacé l'accueillir. Pas celui du temps, mais celui d'un malaise plus profond. Elle glissa la main dans la poche de sa jupe pour en sortir la clé et essaya de l'introduire dans la serrure. Mais elle n'entra pas. Son front se plissa. « Pourquoi James a-t-il changé la serrure » murmura-t-elle. Elle essaya encore, tournant la clé. Rien. Avec un soupir, elle posa le sac de provisions près d'un rosier en pot et appela doucement. « James, chéri, tu es là ?» Après un instant de silence, la porte s'ouvrit en grinçant. Ce n'était pas James qui apparut. C'était Clara Hara, sa petite amie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale, tranchante comme une lame. Linda resta figée devant le portail, regardant la femme en robe de satin, les cheveux encore mouillés d'une douche, un téléphone portable à la main. « Clara Hara, ma chérie, tu peux ouvrir ? La clé ne marche pas. Elle doit être cassée. Je reviens du marché. J'allais préparer du poulet pour James. » Linda força un sourire. Mais Clara ne le lui rendit pas. Elle jeta plutôt un coup d'œil en arrière, comme pour vérifier quelque chose, puis prononça des mots qui bouleverseraient la vie de Linda. « Tu n'habites plus ici. » Linda cligna des yeux, abasourdie. « Quoi ? Comment ça ? C'est ma maison. Je l'ai construite. Le titre de propriété a été transféré. James en est le propriétaire, répondit Clara sans hésiter. Alors, ce n'est plus ta maison. Linda eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'est impossible. Je n'ai jamais. Si tu veux, on peut t'aider à trouver un autre logement, l'interrompit Clara d'un ton plus froid que des carreaux de salle de bain. Mais s'il te plaît, ne fais pas de scène. David dort. Linda ne bougea pas. Elle ne trouva pas de mots. La porte se referma lentement devant son visage, tandis que des larmes envahissaient ses yeux. Elle s'assit sur le trottoir, le sac de provisions à côté d'elle, une main plaquée sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Elle chuchota. Ce n'est pas réel. James était son fils. Elle l'avait élevé, éduqué, aimé de tout son cœur, comme s'il était sorti de son ventre, même s'il avait été adopté. Et maintenant, on lui arrachait son foyer. Les voisins passaient, indifférents, comme si Linda n'existait plus, comme si elle n'avait jamais fait partie de ce lieu qu'elle appelait chez elle. Elle fixait le portail, espérant que James apparaisse avec une explication, même un simple pardon. Mais rien. Lentement, elle se leva, ramassa les provisions et s'éloigna de la maison. Elle ne savait pas où aller, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas ce soir. La douleur n'était pas physique. Elle venait du cœur, d'une âme trahie par le fils qu'elle avait élevé. En marchant, des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer refirent surface. Quelques semaines plus tôt, James lui avait tendu des documents à signer. « Maman, c'est pour notre sécurité, juste des papiers légaux au cas où il arriverait quelque chose, » avait-il dit, lui donnant une enveloppe. Elle ne les avait pas lus, ses lunettes étaient introuvables. Mais sa confiance en son fils était absolue. Elle avait signé parce qu'elle croyait que James était le garçon qu'elle appelait son fils, même s'il ne venait pas de son sang. Mais ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les banlieues de Chicago, Linda comprit que ce n'était pas seulement la porte de sa maison qui s'était fermée devant elle. Le cœur de son fils, celui qu'elle avait tant aimé, s'était refermé aussi. Elle monta dans la vieille voiture qui avait appartenu à son défunt mari, Arthur, et posa les provisions sur le siège arrière. Assise au volant, dans le silence de la nuit, dans cette voiture poussiéreuse qui sentait encore le cuir, elle ferma les yeux et éclata en sanglots. Elle ne savait pas par où commencer demain, mais elle savait qu'elle ne faisait plus partie du monde qu'elle avait bâti pour un fils qui avait oublié ses racines. Alors qu'elle s'assoupissait dans la vieille voiture, un souvenir ressurgit. C'était un samedi. Le ciel était clair, l'air embaumait le poulet rôti qu'elle avait préparé pour le déjeuner. Elle s'affairait en cuisine quand James s'était approché, une enveloppe et un stylo à la main. « Maman,
dit-il en souriant, tu peux signer ça? C'est juste pour transférer les factures électricité, eau, Internet à mon nom. Ça simplifiera les choses, comme ça je n'aurai plus à courir partout. Ça peut attendre, chérie? Je suis en train de couper des oignons. Ça ne prendra qu'une seconde. Juste une signature rapide. Je m'occupe de tout. Ça ne t'affectera pas. Il lui tendit le document et le stylo. Elle fut surprise par l'épaisseur des papiers, mais ne posa aucune question. Sa confiance en son fils était inébranlable. Est-ce qu'il y a des implications juridiques? Demanda-t-elle. James répondit avec aisance, comme s'il avait répété sa phrase. Rien du tout, maman. J'en ai parlé à maître Wilson. C'est standard, juste pour ne pas dépendre de paperasse inutile. Elle n'insista pas. Ses lunettes étaient posées sur la table, mais elle ne prit même pas la peine de les mettre. Elle avait toujours cru en son fils. Combien de fois avait-elle pris sa défense, à l'hôpital, à l'école, face aux gens qui ne comprenaient pas son adoption? Elle signa sans poser de questions, sans aucun doute. Mais maintenant, dans la voiture, enveloppée par la nuit sans étoiles, ce souvenir la frappa comme un coup de poing. Pourquoi n'avait-elle pas lu ses papiers? Pourquoi n'avait-elle pas demandé? Elle tenta de ne pas se blâmer. Mais, peu importe combien elle essuyait ses larmes avec le mouchoir trouvé sur le tableau de bord, la douleur s'intensifiait chaque seconde. Le lendemain matin, Linda se rendit au centre communautaire, espérant obtenir des conseils ou un abri temporaire, le temps de démêler ce chaos. Madame, si vous avez besoin d'un endroit, il y a un foyer pour mères abandonnées par leur famille, près de Springfield, lui proposa une assistante sociale, à peu près de son âge. Mais ce n'était pas ce que Linda voulait. Elle ne voulait pas mendier. Elle voulait des réponses et des documents. Elle voulait savoir ce qu'elle avait réellement signé. Elle alla directement voir un vieil ami de son défunt mari, l'avocat Harold Smith. Le vieux juriste se déplaçait lentement mais gardait l'esprit clair. « Linda, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, surpris de la revoir après 15 ans. « Maître, je voudrais vous parler de certains papiers que James m'a fait signer. Je ne les ai pas lus, et maintenant on m'expulse de ma maison. Je veux juste savoir ce que c'était. » L'avocat la fixa, plia le journal qu'il lisait et hocha la tête. « Assieds-toi. J'ai du café. Voyons un peu dans quel cabinet James est passé. » Il ouvrit son ordinateur portable et chercha dans le registre notarial. En quelques minutes, il trouva le nom de Linda sur un document. Acte de donation avec renonciation à tout droit. « Linda, dit-il gravement, tu as signé un document donnant à James la pleine propriété de la maison. Pas seulement les factures, mais le terrain, les installations, tout. La clause de renonciation signifie que tu ne peux pas revenir dessus. Juridiquement, c'est à lui. » Le monde de Linda s'effondra. Mais pourquoi m'a-t-il dit que c'était juste pour les factures? Je croyais que c'était juste des papiers légaux, notariés, complets. Lunettes ou pas, ma signature reste valable? Oui, répondit l'avocat. Elle t'engage. Elle se leva, les genoux tremblants. Merci, maître, merci. De retour dans sa voiture, elle ne put que murmurer le nom de son fils. James, mon chéri. Mais désormais, elle n'était plus certaine d'avoir encore le droit de l'appeler ainsi. Elle ouvrit la boîte à gants et en sortit un vieux carnet brun, aux pages jaunies. Elle y avait noté des recettes, des listes de courses, des citations à retenir. Sur une page, elle avait écrit « Un fils ne se mesure pas au sang, mais au cœur. Mais que faire lorsque le cœur qu'on a tant aimé est celui qui vous brise ?» Dans la vieille voiture, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir blanc, Linda ferma les yeux, non pas d'épuisement, mais sous le poids du souvenir. Nous étions en 1997. Linda était alors une jeune infirmière dans un hôpital public de Chicago. Forte mais discrète, elle ne comptait que sur sa propre résilience. Une nuit de garde aux urgences, un petit garçon arriva, trempé par la pluie, une ecchymose sur la joue, grelottant, serrant un vieux jouet contre lui. « Il a eu un accident, madame », dit l'agent de sécurité qui l'avait amené. On l'a trouvé seul dans une ruelle. Linda s'approcha du garçon, qui la regarda comme s'il voulait pleurer mais se retenait. Il avait une égratignure au genou, une entaille au sourcil. Elle lui caressa doucement les cheveux. « Comment tu t'appelles, mon chéri ?» Il ne répondit pas, se contentant de s'accrocher à sa blouse. Pas un mot,
mais elle ressentit sa peur dans la force de son étreinte. Le lendemain, une assistante sociale lui expliqua que le garçon avait été abandonné par une famille d'accueil au passé violent. Aucun parent ne voulait de lui. Il devait être transféré dans un foyer dans l'Indiana. Mais Linda ne pouvait s'y résoudre. Cette nuit-là, une voix résonna dans sa tête. Ne laisse pas partir ce garçon. Ce n'est pas un déchet. Le lendemain, elle se rendit dans le service pédiatrique. Le garçon était encore là, seul, assis au bord du lit, grattant un crayon avec son ongle. « Tu veux venir avec moi ?» demanda-t-elle, déterminée. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait toujours rêvé d'adopter. Quelque chose dans ce garçon parlait directement à son cœur. Il la regarda, hocha lentement la tête et murmura. « Je ne veux pas aller dans une autre maison. » Elle l'appela James, comme une pierre précieuse qu'elle avait découverte dans un vieux livre. Son nom de famille importait peu. Dans son cœur, elle était sa mère. Le processus d'adoption fut rapide, grâce à ses relations d'infirmière et à sa réputation de femme irréprochable. En moins de 2 mois, Linda devint officiellement la mère d'accueil de James. Elle annonça la nouvelle à Arthur, son mari, médecin en début de résidence dans le même hôpital. « Prêt pour un nouveau membre dans la famille ?» plaisanta-t-elle en lui montrant la photo de James. Arthur sourit, l'embrassa sur le front et répondit. « Si tu l'aimes, alors je l'aimerai aussi. » À partir de ce jour, ils élevèrent James ensemble, une mère infatigable et un père discret mais toujours présent. Quand James pleurait la nuit, Arthur l'apaisait. Quand il tombait malade, Linda veillait sur chaque symptôme comme s'il était son propre fils. Elle enchaînait les gardes supplémentaires pour l'envoyer dans une bonne école, s'assurant qu'il ne se sente jamais inférieur aux enfants de parents plus fortunés. Après la mort d'Arthur, elle fut la seule maman célibataire présente aux réunions de parents d'élèves, mais jamais elle ne laissa James ressentir le manque. Elle sacrifia ses propres rêves, refusant un poste de cadre infirmier à l'étranger pour rester auprès de son fils. « Je ne veux pas qu'il perde une mère une seconde fois », se disait-elle. Et à l'époque, elle croyait que James l'aimait aussi. « Maman, tu es mon super-héros », lui avait-il dit enfant. Mais maintenant qu'elle repensait à ce garçon qu'elle et Arthur avaient aimé de tout leur cœur, et qu'il avait rejeté de sa propre maison, elle ne pouvait l'accepter. Était-elle encore une mère, si son fils pouvait balayer ainsi leurs souvenirs partagés? Les larmes coulaient alors qu'elle fixait le plafond de la voiture. Elle revoyait sans cesse les moments où elle n'était pas une étrangère pour son propre fils. Elle sortit de la boîte à gants un vieux Polaroid de James portant un chapeau d'anniversaire, le jour de ses 5 ans, ses bras passés autour d'elle, avec, griffonné à l'arrière de son écriture enfantine, « À ma maman qui ne m'a jamais abandonné ». À côté se trouvait une photo d'Arthur tenant un James endormi contre sa poitrine, comme si leurs bras avaient été son unique refuge. Ces mots paraissaient désormais venir d'un garçon disparu depuis longtemps. « Mon chéri, tu as un récital de musique bientôt. Prépare-toi, d'accord ? Mais ton polo brodé ?» avait-elle dit un jour dans leur modeste mais chaleureux salon, alors que James jouait quelques notes sur un vieux piano droit. Elle l'écoutait depuis la cuisine, souriante. Au mur pendaient les médailles et certificats de James, élève le plus respectueux, meilleur en lecture, meilleur en histoire. Leur maison n'était pas luxueuse, mais chaque coin respirait le sacrifice et l'amour. Les jouets étaient d'occasion, le piano venait d'un don d'un ancien patient, les chaises rapiécées après qu'un clou les eût déchirées. Son seul but était de donner à James une vie digne, une éducation et un cœur solide. Depuis l'adoption, sa mission avait été de rendre son quotidien aussi normal que possible. Cours particuliers le samedi, après-midi de jeu, parfois même des jouets à la mode comme ceux des enfants de médecins, même si elle ne pouvait se les permettre. Après la mort d'Arthur, elle avait tout fait pour combler le vide. Arthur, médecin discret et bienveillant, avait été son roc. Il s'était marié en sachant qu'il n'aurait jamais d'enfant biologique à cause de sa maladie. Il avait soutenu James quand il était petit, veille pendant les fièvres, frais de sortie scolaire. Dans tous les souvenirs heureux d'enfance de James, Arthur était présent. Un homme qui avait accepté un enfant qui n'était pas le sien. Mais avant que James n'entre au lycée, Arthur mourut d'une crise cardiaque. James n'assista pas aux funérailles. « Maman, j'ai un examen », avait-il simplement dit. Linda veilla seule auprès du cercueil de l'homme qui avait été sa lumière. Mais elle ne s'effondra pas. Elle transforma son deuil en force, répétant toujours. « C'est pour l'avenir de James.
Quand James fut admis dans une prestigieuse université de Chicago, elle faillit sauter de joie. Elle lui acheta un ordinateur portable avec ses économies, paya sa chambre universitaire et prépara son rôti préféré pour son installation. Mais dans les mois qui suivirent, il s'éloigna. « Maman, je suis juste occupé », envoyait-il par texto. Plus d'appels tard le soir, plus de visites pendant les vacances, même pas un souhait d'anniversaire. Le garçon qui autrefois la serrait dans ses bras avant de dormir était devenu un étranger. Un soir, alors qu'elle coupait des oignons dans la cuisine, James entra, vêtu d'un costume comme s'il sortait d'une réunion, une enveloppe à la main. « Maman, dit-il, ce sont juste des papiers pour les factures, afin de mettre la maison à mon nom. Des trucs légaux pour notre sécurité. » Elle jeta un coup d'œil aux documents épais et immaculés, où certains passages étaient soulignés. Ses lunettes manquaient, et ses mains étaient encore mouillées de vaisselle. « On peut faire ça plus tard, chérie ?» demanda-t-elle en s'essuyant sur un torchon. « C'est rapide, maman. Je tournerai les pages. Tu n'as qu'à signer. C'est pour les factures et les déclarations de propriété. » Elle ne posa pas plus de questions. C'était son fils, celui dans lequel elle avait mis toute sa vie. Elle signa. Maintenant, seule dans la vieille voiture d'Arthur, elle revivait ce moment. Pourquoi n'ai-je pas lu? Pourquoi n'ai-je pas pris mes lunettes? Pourquoi ai-je cru que je n'avais pas besoin de demander? Parce que c'est mon fils. La douleur ne venait pas seulement de la trahison, mais du dédain jeté sur un cœur qu'elle avait offert sans réserve. Elle reprit le vieux Polaroid sur le tableau de bord. James y souriait, une médaille à la main, elle l'enlaçait. Au dos, on lisait « À maman, merci pour tout ». Une promesse effacée par le temps. La nuit était froide dans la rue, près du lotissement qu'elle appelait autrefois chez elle. Dans l'ancienne voiture, ses genoux touchaient presque le volant. Allongée sur le siège, à côté d'elle reposait le poulet qu'elle avait acheté pour dîner avec James, encore emballé dans du plastique, un repas qui n'aurait jamais lieu. L'horloge du tableau de bord indiquait 22h48. Le monde était silencieux, à part le chant des grillons et le passage occasionnel d'une voiture. À l'intérieur, l'air était lourd, comme son cœur. Elle ne pleurait plus, mais la douleur tranchait plus profondément que n'importe quelle blessure soignée pendant ses années d'infirmière. Cette blessure ne se recousait pas à l'aiguille, elle était gravée par le rejet. Elle leva les yeux vers le plafond de la voiture. C'était laquelle et James avaient fait des sorties, là où elle somnolait en attendant la fin de ses cours, là où ils écoutaient ensemble leur chanson préférée, My Hometown de Bruce Springsteen. Désormais, cette même voiture était devenue son abri, celui d'une mère dépouillée de ses droits. Dans la poche de son gilet, sa main retrouva un vieux mouchoir effiloché, brodé des initiales LM Linda Mitchell, un rappel d'une identité que le fils qu'elle avait élevé effaçait peu à peu. Elle posa le poulet près du levier de vitesse et le couvrit d'une vieille serviette. Elle n'avait pas faim, mais ne voulait pas le gaspiller. Demain, quand elle aurait repris des forces, elle trouverait un marché ou une gargote pour le faire cuire. Mais ce soir-là, elle resta immobile, admettant enfin qu'elle n'avait plus de foyer. Elle ne put trouver le sommeil tout de suite. Chaque instant murmurait la même question. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment le fils que j'ai tant aimé a-t-il pu me faire ça? Elle se souvint de la première nuit où elle avait couché James dans sa chambre, dans leur vieille maison. Le matelas était à même le sol, sans rideau, sans climatisation. Mais ils étaient heureux. Elle s'était allongée à côté de lui caressant le front et lui chuchotant. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Maman est là maintenant. » Aujourd'hui, c'était elle qui dormait dans le froid, à l'intérieur d'une voiture, tandis que James reposait dans la maison. La maison qu'elle avait bâtie, mais qu'elle ne pouvait plus appeler sienne. Un coup frappé contre la vitre la fit sursauter. Sa peau se hérissa tandis qu'elle baissait la glace, révélant le visage d'un agent de sécurité. « Madame, ça va? Vous ne pouvez pas dormir dans la rue. C'est dangereux. » Linda hésita. « Désolé, monsieur. Je n'ai vraiment nulle part où aller. C'était ma maison autrefois, mais plus maintenant. » Le vigile jeta un coup d'œil à l'arrière de la voiture. Le poulet emballé, les sacs en plastique contenant quelques affaires, et le visage fatigué de Linda. « Il y a un refuge près de l'église au coin de la rue. Il distribue de la soupe gratuite le matin, proposa-t-il. Linda hocha la tête, sans bouger. « Peut-être plus tard. Je veux juste rester ici pour l'instant. »« D'accord, madame. »
Nous faisons notre ronde. Restez prudente, dit-il en s'éloignant. Lorsqu'il disparut, Linda ferma les yeux. Une phrase tirée d'un ancien journal intime lui revint en mémoire. Le cœur d'une mère est un foyer, pas une maison. Mais ce soir-là, ce foyer avait été piétiné, abandonné et fermé à clé. Elle se força à ne pas s'accuser. Peu importe combien elle essayait d'essuyer sa douleur avec un mouchoir, elle s'enfonçait davantage. Puis, le sommeil la saisit. Elle verrouilla la vitre de la voiture, tourna le volant pour dissimuler son visage à la vue de la rue et posa sa tête sur le siège. Une dernière question lui traversa l'esprit avant de sombrer. Si tu as traité un fils comme tout, pourquoi a-t-il été si facile pour lui d'effacer ta place dans son cœur? Elle ignorait ce que demain lui réservait. Mais ce soir, dans la voiture, en marge d'un monde qui avait jadis été le sien, elle ne s'endormit pas en mer avec un foyer, mais en cœur blessé, toujours vivant. À 9 heures du matin, la chaleur était déjà intense sur Michigan Avenue. Linda avançait sur le trottoir poussiéreux, croisant les bus rugissants et les taxis. Elle portait le même cardigan que la veille au soir, sa jupe était froissée, ses chaussures encore boueuses d'un arrêt à une station-service où elle s'était lavé le visage à l'aube. Elle tenait une grande enveloppe brune remplie de vieux papiers, cachant un secret que même James n'avait jamais connu. En entrant dans un vieil immeuble du centre de Chicago, elle pénétra dans une banque discrète aux panneaux de bronze, First Central Bank. L'une des rares banques privées indépendantes où l'avocat d'Arthur l'avait emmenée autrefois. La réceptionniste, une jeune femme fraîchement diplômée, lui sourit. « Bonjour, madame. En quoi puis-je vous aider ?»« J'ai rendez-vous avec mademoiselle Sarah », répondit doucement Linda en tendant sa pièce d'identité à son nom de jeune fille, Linda Marquet. La réceptionniste fronça légèrement les sourcils, puis vérifia son écran et sourit. « Elle est dans la salle des coffres. Un instant, je vous prie. » En s'asseyant dans un coin, Linda se remémora la première fois où l'avocat Gordon l'avait amenée ici, près de 10 ans plus tôt, durant une affaire controversée contre l'hôpital où Arthur travaillait comme médecin. Un patient était décédé, et plutôt que de laisser Arthur porter seul la responsabilité, Linda s'était battue, soutenant que la faute appartenait au système. Après 2 ans de procédure, ils avaient gagné. L'hôpital avait versé plus de 300 millions de dollars à Linda, non seulement en tant que compagne d'Arthur, mais aussi en tant que lanceuse d'alerte et coplaignante. Elle n'avait rien dépensé. Ni maison, ni voiture, ni bijoux. Elle avait simplement ouvert un compte fiduciaire au nom de Linda Marquet, sans lien avec James ou quiconque pouvant l'exploiter. « Mademoiselle Linda », dit une voix derrière elle. Linda se leva et sourit. C'était mademoiselle Sarah, la responsable de compte âgé, reconnaissable à son chignon impeccable et à ses boucles d'oreilles en perles. Elle n'avait pas changé. « Ça fait si longtemps. Comment allez-vous » demanda Sarah en la serrant dans ses bras. « Ça va, mais j'ai besoin de revisiter quelque chose que je n'ai pas touché depuis des années, » répondit Linda. Sarah la conduisit dans une salle privée avec serrure électronique, petite table, fauteuil en cuir et coffre de dépôt. « Heureusement que vous avez gardé ce compte confidentiel. Personne n'a essayé d'y accéder. Le dernier mouvement concerne seulement les intérêts. Le montant s'élève à environ 50 millions, dit Sarah en lui remettant les relevés. Linda soupira. Elle aurait pu vivre dans le luxe, mais ce n'était pas elle. Elle ne voulait pas exhiber sa richesse. Elle voulait une vie simple, une famille heureuse, un fils qui se souvenait d'elle. Mademoiselle Sarah, j'aimerais retirer une partie des fonds. Je veux commencer quelque chose. Bien sûr. Quel pourcentage? 1 million, pour l'instant. Sarah fut surprise, mais ne posa pas de questions. Et si possible, ajouta Linda, j'aimerais une recommandation d'un promoteur fiable dans le Wisconsin. J'ai des projets. Sarah hocha la tête, admirant la force tranquille de cette femme humble mais résolue. En sortant de la banque, Linda esquissa un léger sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment de reprendre son destin en main. En passant devant un dîner, elle entra et commanda un café. En face d'elle, une fillette bavardait avec sa mère en mangeant. Linda regarda le poulet toujours emballé dans son plastique. Elle sourit. « Je vais le cuisiner, mais pas pour eux. Pour moi, murmura-t-elle. Elle ne cherchait pas la revanche. Mais désormais, elle ne serait plus cette mère reléguée au second plan. Elle utiliserait sa richesse non pour reconquérir son fils, mais pour retrouver sa dignité.
Dans une chambre qui sentait la peinture écaillée et les draps humides, Linda s'assit au bord d'un lit d'un motel bon marché près de Springfield. Ce n'était pas l'endroit où elle voulait être, mais sans maison, c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Ses affaires tenaient dans une boîte. Quelques vêtements, de vieilles photos, le poulet emballé et son carnet de cuir usé dont la couleur s'était ternie. Ce carnet, avec ses listes de noms, de numéros et de souvenirs, était la seule chose qu'elle ne pouvait perdre. Elle l'ouvrit, cherchant un nom qu'elle n'avait pas composé depuis des années. Maître Robert Gordon, ami proche d'Arthur qui l'avait aidé durant l'affaire de l'hôpital. Il n'avait pas parlé depuis longtemps, mais maintenant qu'Arthur n'était plus là et qu'elle n'avait plus de maison, elle savait qu'il était temps de tendre la main à l'un de ses anciens soutiens. Elle ralluma son vieux téléphone fissuré, y inséra une carte SIM inutilisée depuis des années. Quelques instants plus tard, une voix marquée par l'âge répondit. « Robert, c'est Linda. Linda Mitchell, l'amie d'Arthur. » Silence, puis reconnaissance. « Linda, mon Dieu, c'est bien toi? Comment vas-tu? » Elle ravala ses larmes. « Pouvons-nous parler? Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. » 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans un café en face du motel. Robert, les cheveux gris mais toujours droits, portait un polo avec le logo de son cabinet et un dossier sous le bras. En voyant Linda, il se leva et la serra dans ses bras. « Que s'est-il passé, ma chère ?» demanda-t-il, le front plissé. Linda raconta son histoire, sans drame ni exagération. L'expulsion, le fils qu'elle avait élevé qui l'avait rejeté, les papiers signés sans les lire, et comment James avait changé depuis sa rencontre avec Clara Hara. Robert écouta en silence, la mâchoire serrée trahissant sa colère. Quand elle eut terminé, il parla doucement. « Linda, en toutes mes années d'expérience, rien n'est plus douloureux qu'un procès. Pas celui du tribunal, mais celui qui se joue dans ton propre cœur. » Elle hocha la tête, luttant contre les larmes. Il prit sa main. « Le fils que tu as aimé de tout ton être t'a oublié tout autant. Mais cela ne veut pas dire que ton combat est fini. Tu as des droits qu'ils ne peuvent pas simplement t'enlever. Tout ne se termine pas avec une signature. Et surtout, tu ne dois pas te voir comme vaincu. » Linda retourna à son motel, le cœur plus léger. Pour la première fois depuis des jours, après le choc, elle avait un allié. Elle ouvrit la vieille enveloppe contenant l'acte de naissance de James, les anciennes factures de la maison et des photos poussiéreuses, qu'elle essuya une à une. Elle s'arrêta sur une photo d'elle et James lors de sa cérémonie d'honneur en primaire, ses bras autour de lui alors qu'il portait sa médaille. Mais aucune médaille ne pouvait recoller leur lien brisé. Dans le silence de la chambre, elle écrivit dans son carnet. « Maintenant que je n'ai plus de maison, plus de famille, plus de pouvoir, il ne me reste que ma détermination. Et avec cette détermination, je recommencerai. » Tôt le lendemain matin, Linda se tint devant son ancienne maison. Elle portait une veste et une casquette, non pour se cacher, mais pour se protéger du soleil et des regards froids des voisins devenus étrangers. Elle tenait une petite enveloppe brune et une résolution inébranlable. La rue était calme, seulement animée par le chant des oiseaux et les rires d'enfants qui jouaient. La maison devant elle était familière mais étrangère. Fraîchement peinte, décorée de nouvelles plantes sur le porche et de rideaux qu'elle n'avait pas choisis. Mais rien ne pouvait effacer la vérité. Elle l'avait bâtie, risquée pour elle, sacrifiée pour elle, et en avait été chassée. La porte s'ouvrit. James sortit, vêtu d'un polo, un téléphone à la main. Il se figea en la voyant, la gorge serrée, mais dissimula vite sa surprise sous un ton froid. « Maman !» Linda ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, non avec colère ou larmes, mais avec le regard ferme d'une mère dont le cœur avait pris sa décision. « Pouvons-nous parler, James ?» demanda-t-elle. Il jeta un coup d'œil autour de lui, hésita, puis hocha la tête et descendit sur le porche. Elle n'entra pas. Elle resta sur le perron, comme tant de soirs à attendre son retour de l'école ou de ses sorties. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'attendre. Il s'agissait de fermer un chapitre. « Que veux-tu, maman ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Rien, » répondit-elle. « Je veux juste parler. Pas comme la mère que tu attends de voir suivre tes volontés, mais comme une personne avec un nom, une dignité et surtout, des souvenirs. » James baissa les yeux, sans voix. Elle marqua une pause, puis parla lentement. « Je ne vais pas te poursuivre en justice. » Il releva la tête, surpris. « Vraiment ?» Elle acquiesça.
Je ne cherche pas les ennuis. Je ne veux pas récupérer la maison. Honnêtement, les papiers m'importent peu. Tu n'as pas à craindre un procès. Il soupira de soulagement, mais ses prochains mots furent plus tranchants qu'une assignation. Ce que je veux, c'est te rappeler. Elle le fixa droit dans les yeux. Te rappeler comment tu m'appelais maman quand tu n'avais encore rien dont être fier. Les nuits où tu pleurais parce que tes camarades t'avaient humilié, et j'étais la première à te consoler. Ta première médaille à la maternelle, quand tu as crié maman, regarde. Le jour où tu as perdu ta dent de devant et que je l'ai couverte avec un mouchoir pendant que tu pleurais. Les nuits de fièvre où je restais éveillé. James, mon chéri, je ne suis pas parfaite. Mais s'il y a une seule chose à laquelle j'ai toujours été fidèle, c'est d'être ta mère. James se figea, la gorge nouée. Je ne te traite pas comme un ennemi, poursuivit-elle. Mais désormais, je vais te traiter comme quelqu'un que je dois laisser partir pour me redécouvrir moi-même. Elle sortit une enveloppe de son sac et la lui tendit. Voici ton acte de naissance original. Mon nom n'y figure pas parce que je n'ai jamais voulu t'imposer le mien. Je voulais que tu tiennes debout par toi-même. Et si tu peux vivre sans moi, alors je peux vivre sans toi aussi. James resta silencieux, non par arrogance, mais sous le poids de la vérité qui s'imposait. Maman, murmura-t-il. Je suis désolé. Elle leva la main. Il ne s'agit pas d'excuses ou de drame. Je suis là pour te rendre la liberté que tu m'as prise. À présent, tu contrôles la direction de ta vie, et moi je retournerai dans mon monde, sans toi, mais entière. Elle se détourna. Pas de larmes, pas de cris, pas de scène. Une fin discrète à un chapitre de maternité autrefois gaspillé. À chaque pas loin de la maison, elle se sentait plus légère. Pas par vengeance, mais par liberté. James resta sur le perron, tenant l'enveloppe, son assurance habituelle disparue. Il ne restait plus qu'un fils dépouillé du droit de revenir dans le monde qu'il avait détruit. 3 mois plus tard, sur un banc devant un tribunal de Chicago, Linda contemplait le ciel bleu limpide. Pas de maquillage, mais un sourire doux. Dans son sac en toile brune reposait un document arraché à des nuits sans sommeil et scellé par une résolution silencieuse. Une décision de justice en sa faveur. L'acte de donation avait été annulé. Elle n'avait pas besoin de récupérer la maison ni de s'enfoncer dans le chaos. L'essentiel était clair, ses droits volés lui avaient été rendus. Elle n'avait pas revu James depuis leur amère conversation sur le perron. Peu après, elle avait rencontré l'avocat Robert, rassemblant preuves, copies de titres, testament d'Arthur, quittance de paiement de maison et témoignages des voisins sur ses sacrifices. Elle n'avait rien publié sur les réseaux sociaux, ni cherché l'attention. Elle ne voulait humilier personne, seulement récupérer la justice qu'elle avait jadis abandonnée pour la paix. Mais cette fois, rejetée, elle ne se tairait plus. Elle apprit par Madame Pearl, une voisine âgée, que Clara Hara était partie en Floride et qu'elle et James s'étaient séparés. On disait que James avait trouvé un nouvel emploi dans une petite ville de l'Ohio. Linda ne savait pas si c'était vrai, et n'avait aucune envie de creuser. La maison, autrefois emplie de médailles, de photos et de rires, se dressait désormais vide. Le lotissement avait vendu certains objets, coupé l'eau et l'électricité. La maison était devenue un tombeau silencieux de souvenirs. Linda n'éprouva ni joie ni triomphe. Devant le tribunal, elle signa la décision et acquiesça doucement tandis que sa propriété, bâtie de sueur, de sang et de larmes, lui était rendue. Laetitia, dit l'avocat Robert en lui tendant le jugement. Vous avez gagné. Ce n'est pas une victoire, répondit-elle. C'est juste me retrouver moi-même. En vérité, elle ne savait pas si elle voulait retourner dans la maison. Elle avait commencé une nouvelle vie dans le Wisconsin, plus calme, plus simple, libérée du bruit des attentes. Mais un jour, elle y retourna. À l'intérieur, poussière, froid et silence l'accueillirent. Elle ôta ses chaussures et marcha sur le vieux plancher. Dans le salon, elle contempla l'endroit où se trouvait autrefois le piano. Dans la cuisine, elle croyait encore sentir l'odeur du ragoût de bœuf préparé pour l'anniversaire de James. Dans sa chambre, elle découvrit un vieux cahier. À la dernière page, un dessin d'une mère et d'un fils se tenant par la main. Elle ne pleura pas, ne se mit pas en colère. Elle le prit, le referma et le glissa dans son sac. En quittant la maison, elle verrouilla la porte sans se retourner. En rejoignant sa voiture, elle leva les yeux vers le ciel et murmura. Arthur,
Merci de me guider. Je me suis relevé. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait ni si James reviendrait. Mais dans cette victoire silencieuse, elle savait que certaines batailles n'ont pas besoin de cris. Leur silence est la déclaration la plus forte de détermination. Dans une petite ville du Wisconsin, au milieu des champs verts et des brises fraîches, Linda bâtit un lieu. Pas seulement une maison, mais un refuge pour les cœurs rejetés par leurs propres enfants. La maison d'Arthur, nommée en l'honneur de l'homme qui ne fut jamais son mari sur le papier, mais son plus fidèle compagnon de cœur. Ce n'était ni grand ni moderne, seulement 3 petites maisons d'une chambre, un petit jardin devant et une cuisine communautaire. Pas de portail, mais des plantes encerclant le lieu, signalant aux visiteurs, ici, c'est paisible. Soyez humbles avant d'entrer. Les résidentes n'étaient pas des mendiantes, mais des mères abandonnées. Madame Nora, 70 ans, qui vendait des tartes devant une école jusqu'à ce que ses 3 enfants l'abandonnent après son AVC. Madame Fay, ancienne institutrice, expulsée par son fils avocat. Nana Mildred, discrète et passionnée de tricot, envoyée en maison de retraite par ses enfants partis à l'étranger. À présent, elles vivaient ensemble. Pas de luxe, mais de la chaleur. Pas de grandeur, mais du respect. Linda était leur lumière, non pas comme fondatrice, mais comme Lady, la voisine qui préparait la soupe le mercredi et servait le café chaque matin. Les maisons avaient été achetées avec une partie de l'indemnité de 300 millions qu'elle avait mise de côté. Au lieu d'une vie de luxe personnel, elle investit dans un rêve plus vaste. Un foyer pour les mères rejetées par le monde. Chaque soir, elles mangeaient ensemble à une longue table en bois, sous une ampoule tremblotante. Pas de télévision, mais une radio. Pas de streaming, mais des histoires. Tu sais, Letty, dit un soir Madame Fay en découpant du poisson. Le silence, ça fait du bien. Avant, je n'entendais que les sermons de mon fils. Madame Nora éclata de rire. Moi? Même pas un « Comment ça va, maman ?» Mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de ça pour être entière. Linda sourit, son silence répondant à toutes les douleurs tues au fil des années. À la maison d'Arthur, elle apprit la valeur du pardon, non pour ceux qui l'avaient blessée, mais pour elle-même. Elle ne raconta pas toute son histoire aux femmes, et elles ne détaillèrent pas leurs propres souffrances, mais dans les nuits silencieuses, elle savait qu'elles partageaient les mêmes cicatrices. Un soir, en allumant des bougies pour une neuvaine de voisinage, Madame Fay remarqua des larmes dans les yeux de Linda. « Letty, pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle à voix basse. Linda sourit. Pas de colère, ni de tristesse. C'est pour ceux qui m'ont abandonné. S'ils ne l'avaient pas fait, je ne serais pas ici. Madame Fay la serra dans ses bras en silence. Les jours passèrent et d'autres rejoignirent la maison. Une amie assistante sociale, ayant entendu parler du lieu, demanda si Linda pouvait accueillir une grand-mère rejetée par son enfant à l'hôpital. Linda accepta. Pas de questions, pas de conditions. Elles passèrent à 5, puis 7, chacune avec une histoire, une blessure, et toutes furent accueillies. Linda n'agissait pas comme une dirigeante, mais comme Letty, la femme qui préparait la soupe les jours de pluie et avait toujours une serviette en plus pour les visiteurs trempés. Letty, pourquoi tu fais ça? Pourquoi nous aider? Demanda une nouvelle venue. Parce que j'ai été mère, moi aussi. Et même si tu perds ton enfant, la maternité ne disparaît pas. Elle prend juste une autre forme. Un jour, en allant au marché, une fillette l'interpella du trottoir. Mamie Letty. Elle lui tendit une fleur en papier journal. C'est moi qui l'ai faite pour vous, dit-elle en désignant une vieille dame en fauteuil roulant. Elle a dit que vous l'avez accueillie quand personne d'autre ne voulait. Linda hocha la tête, sans drame, sans promesse. Elle rangea la fleur dans son sac avant de poursuivre son chemin. L'après-midi, en coupant du gingembre dans la cuisine, elle pensa. Si James ne revient jamais, ce n'est pas grave. S'il ne m'appelle plus jamais maman, ce n'est pas grave non plus. Ici, à la maison d'Arthur, dans des histoires qui n'ont pas besoin d'être criées, dans des étreintes qui n'ont pas besoin d'explications, je me suis retrouvé. La maternité n'était pas une affaire de sang, de noms ou de photos encadrées. C'était la capacité d'aimer, peu importe combien de fois on avait été blessé. En septembre, l'air du Wisconsin était frais, mais un poids persistait dans la poitrine de Linda. Des mois après avoir quitté Chicago, un appel d'un numéro inconnu réveilla de vieilles douleurs. « Allô, Madame Linda ?» dit une voix féminine hésitante.
Oui. Qui est à l'appareil? C'est Marie, votre ancienne gouvernante, dans la maison de Chicago quand James et Clara Hara y vivaient. La main de Linda se porta à sa poitrine. Qu'y a-t-il, ma chère? Après un silence, Marie reprit. Madame, je voulais vous dire, la maison a été saisie. La banque l'a prise. Un frisson glacial parcourut Linda. Malgré sa victoire légale, une partie de son passé était irrémédiablement perdue. Quand? Demanda-t-elle, sachant déjà qu'il était trop tard. Il y a 2 semaines. James n'a pas payé les factures ni l'hypothèque. C'était en retard depuis longtemps. Le shérif a vendu le contenu aussi. Linda ne dit rien. Elle écouta jusqu'à la fin de l'appel, puis s'assit lentement sur la chaise en bois du porche de la maison d'Arthur, son téléphone tremblant dans sa main. Les souvenirs de cette maison revinrent. Les premiers pas de James, les nuits de fièvre où elle veillait sur lui, la fête de remise de diplôme qu'elle avait organisée, et son rêve simple de la transmettre à David, ce petit-fils qu'elle aimait mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Nana Mildred s'approcha avec une tasse de thé chaud. Quelque chose vous tracasse, Lady? Linda resta silencieuse. Puis, dans un soupir, les larmes tombèrent. La maison a été saisie, murmura-t-elle. Celle que je ne voulais même pas récupérer pour moi. J'espérais juste qu'elle reviendrait à David. Mildred ne répondit pas, elle s'assit simplement à ses côtés et lui prit la main. Vous n'avez pas besoin d'une maison pour transmettre l'amour, dit-elle doucement. La vraie héritage ne disparaît pas, même si le toit s'effondre. Mais accepter la perte n'était pas facile. Dans les jours qui suivirent, l'étincelle de Linda s'éteignit un peu, même si elle essayait de la cacher. Ses compagnes sentaient son fardeau. Chaque pas dans le jardin, chaque pincée de sel dans ses plats semblait inachevé. Un vide qu'aucune victoire judiciaire ne pouvait combler. Une nuit, elle rouvrit son cahier. Derrière les pages sur la maison d'Arthur, elle écrivit. Je croyais que gagner suffisait, mais toutes les guerres ne se terminent pas au tribunal. Certaines batailles du cœur n'ont pas d'autre juge que la mémoire. En nettoyant une armoire de rangement, une vieille photo tomba. James a 7 ans, déguisé en super-héros, les bras levés, souriant tandis qu'elle le serrait dans ses bras. Malgré la douleur, elle sourit. Pas de maison. Pas de James à ses côtés. Mais les souvenirs restaient. L'avenir qu'elle avait imaginé pour David avait disparu. Mais son histoire n'était pas terminée. Au lieu du désespoir, elle retourna à la cuisine où Madame fait assaisonner du poisson. Quelle est l'occasion? Demanda Fay. Aucune, répondit Linda. Mais je veux préparer mon rôti spécial, celui que je faisais pour James. Fay haussa un sourcil. Pas pour lui, ajouta Linda doucement mais fermement. Pour les enfants qui viennent à nous. Pour les grands-mères ici qui ont perdu l'espoir elles aussi. Au premier coup de cuillère de ce rôti partagé avec les nouvelles grand-mères, elle comprit quelque chose. Parfois, un héritage perdu n'est pas destiné à une seule personne. Parfois, le dessein de Dieu est de le partager avec plus de monde qu'on ne l'aurait imaginé. Dans une petite ville de l'Ohio, James et son fils David vivaient dans un modeste appartement au toit mince, survivant grâce à un petit commerce de meubles. Depuis que Clara Hara était partie et que la maison de Chicago avait été perdue, James avait dû repartir de zéro. Mais il y a une semaine, David n'avait plus réussi à se lever. Apathique, fiévreux, essoufflé, il avait arrêté d'aller à l'école. En tenant son fils tremblant dans ses bras, James avait aperçu un reflet de lui-même enfant, vulnérable. « Papa, j'ai mal au ventre », dit faiblement David. James ne savait pas quoi faire. Ses économies étaient épuisées, son commerce à peine rentable. Il avait vendu le dernier bijou de Clara Hara, et ses amis avaient disparu après sa chute. Aux urgences de l'hôpital public, le médecin lui conseilla. Le garçon doit être hospitalisé. Possible complication intestinale. Il faudra des examens, des antibiotiques et une surveillance. Combien, docteur? Demanda James, en jetant un œil à son portefeuille presque vide. Sans assurance, au moins $30 000 pour la prise en charge initiale. 30 000? Une somme impossible pour un homme qui, autrefois, vivait dans un condo, conduisait une belle voiture et portait des montres de luxe. À présent, il n'avait plus ni fonds d'urgence ni famille vers qui se tourner. À l'extérieur de l'hôpital, James s'assit dans la salle d'attente, la tête baissée, tenant David endormi contre lui. Un nom qu'il évitait depuis des mois remonta dans son esprit,
Maman. Mais il le repoussa aussitôt. Je ne la mérite pas. Je ne l'ai pas aidée quand elle avait besoin de moi. Comment pourrais-je me tourner vers elle maintenant que je n'ai plus rien? Le lendemain matin, il tenta de solliciter un politicien local. Ignoré. Puis il fit la queue au bureau d'aide sociale, on lui dit de revenir la semaine suivante. Il publia un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Les réponses, seulement des prières, des vœux de rétablissement. Pas $1. Au 3e jour, l'état de David s'aggrava. Pâle, presque sans appétit, il s'accrochait à son père. Essuyant le front de son fils avec un linge humide, James murmura. « Maman, je suis désolé. J'aimerais que tu sois là. » Dans le miroir de l'hôpital, il vit son reflet, hagard, le col taché, les yeux rouges. L'ancien homme fier ne pouvait plus soutenir son propre regard. Les mots de l'infirmière tombèrent comme un coup près. « Monsieur, il n'y a plus de lit disponible. Si nous ne pouvons pas l'admettre aujourd'hui, il faudra le transférer dans un hôpital plus éloigné. » Avec Clara Hara partie, ses amis de Chicago désormais à l'étranger, et Linda, sa mère qu'il avait chassée absente, James sentit tout le poids de ses choix en serrant la main fragile de son fils. « Papa, je n'aime pas ici. Rentrons à la maison, » pleura David. James ne pouvait pas lui dire qu'il n'avait plus de maison. Dans ce moment de douleur, il comprit que ce qu'il avait perdu de plus précieux n'était ni l'argent, ni la richesse, ni même une maison. C'était l'étreinte de sa mère, celle que son fils réclamait maintenant, et qu'il ne pouvait pas offrir. Cette nuit-là, couvrant David sur un banc d'hôpital, James écrivit sur un bout de papier. « Maman, si tu lis un jour ceci, malgré mes erreurs, j'espère que tu me verras comme un fils qui n'a plus où aller. » Dans la petite chambre louée après que David fut transféré dans l'aile de charité, James fouilla une vieille boîte de rangement venue de Chicago, cherchant le certificat de naissance de David pour obtenir une aide médicale. Sous les papiers, une enveloppe cachetée tomba, adressée de la main familière de Clara Hara. À Monsieur Ronald C. Évangéliste, pour révision et mise en œuvre. James fronça les sourcils. Il ne connaissait pas de Ronald. En l'ouvrant, il découvrit une lettre de 3 pages. À mesure qu'il lisait, un frisson glacé s'empara de lui. Ronald, 6 juin les calculs initiaux. Après le transfert de l'acte par la mère, vend rapidement la maison. Acheteur comptant de préférence. Ne tarde pas. J'ai réservé un condo à Miami. Concernant James, ne t'inquiète pas. Il ignore les détails. Je lui ai dit que c'était juste pour un alignement légal. Il n'est que son fils adoptif. Si seulement tu savais comme il se convainc qu'il est son vrai fils. Tant pis, pas mon problème. Utilise cela comme tu veux. James resta figé, assis sur le lit, serrant cette lettre brûlante dans ses mains. Il voulait ne pas y croire, mais c'était clair. Clara Hara avait prémédité de prendre la maison. Et ces mots, il n'est que son fils adoptif, détruisirent la croyance qu'il avait portée toute sa vie. Les moqueries de Clara Hara lui revinrent en mémoire, ce n'est pas ta vraie mère. Elle t'a juste recueilli pour ne pas être seule. À l'époque, il croyait à des paroles de colère. Mais la lettre prouvait que c'était calculé. Tout avait un but. Il avait été manipulé, convaincu qu'il avait droit à une maison qu'il n'avait pas gagnée. Sa main se porta à son front, tandis que les souvenirs de sa trahison envers Linda l'assaillaient. Son regard blessé lorsqu'elle lui avait dit « Je ne te poursuivrai pas, mais souviens-toi de la façon dont tu m'appelais maman quand tu n'avais rien. » À présent, c'était lui qui n'avait plus rien. Le lendemain, il ne parvint pas à regarder David. Quand son fils lui demanda quand il rentrerait à la maison, il resta sans réponse. Alors, il écrivit une lettre qu'il n'était pas sûr d'envoyer. « Maman, je sais maintenant. Leurs plans, leurs mensonges, leurs mots, simple fils adoptif. Mais c'est moi qui ai tout perdu. Pas la maison, mais toi. Si ce n'est pas trop tard, j'espère que tu pourras me pardonner. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes. Mais je veux que tu saches que je suis le fils qui s'est enfin réveillé. Être un vrai fils n'a rien à voir avec le sang, mais avec ce réveil que je vis aujourd'hui. » Il termina avec une phrase du fond du cœur. « Ils m'ont utilisé, mais c'est moi qui les ai laissés faire. J'ai détruit le pont que tu avais construit. » Il garda la lettre de Clara Hara, non pour la cacher, mais comme rappel que la vérité, tôt ou tard, refait surface. Et que consentir au mensonge fait plus mal encore que la tromperie elle-même. Se levant, il s'approcha du lit de David,
lui essuya le front et murmura. On n'est pas parfait, mon fils. Mais je te promets qu'on retrouvera le bon chemin, même si je m'en suis écarté depuis longtemps. Le monde ne s'arrêta pas de tourner pour James après la découverte de cette lettre. La douleur de la vérité était comme un couteau s'enfonçant lentement dans son cœur, mais plus lourd encore était de réaliser qu'il avait été dupé depuis si longtemps. Quelques jours plus tard, encore abasourdi en regardant David à l'hôpital, il reçut un appel de Madame Pearl, leur ancienne voisine de Chicago. « James, je ne vous connais pas très bien. Mais je dois vous dire quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps, dit-elle, la voix tremblante. « Quoi donc ? Demanda-t-il, hésitant. J'ai vu Clara Hara, pas une seule fois, mais souvent. Quand vous n'étiez pas à la maison, un homme venait chez vous. Bien habillé, formel, toujours avec un ordinateur portable. » James déglutit. Qui était-il? Je ne connais pas son nom, mais une fois il avait laissé sa carte d'identité devant. Ronald Evangelist, conseiller financier, c'est ce qu'il y avait écrit. Je ne t'avais rien dit à l'époque, je ne voulais pas être accusé. Mais maintenant, mon fils, je sens que tu as vraiment été trompé. La main de James tremblait en tenant le téléphone. Ronald Evangelist, le nom sur la lettre, l'homme qui connaissait le plan de Clara Hara. Les jours suivants, il lutta contre l'envie d'affronter Clara Hara, mais ne put résister. Utilisant un autre numéro, il appela. « Allô » répondit-elle d'une voix calme. « Clara, c'est James » demanda-t-il. On sentait sa surprise. « Comment va Ronald » demanda-t-il froidement. Silence. « De quoi parles-tu ? J'ai vu ta lettre à Ronald. Le plan pour vendre la maison, le condo à Miami, les affaires, tout ce que tu préparais pendant que je croyais qu'on construisait une famille. » Clara Hara inspira profondément puis raccrocha. La douleur et la colère s'ancrèrent dans le cœur de James, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Linda, cette mère qui avait aimé sans condition, construit un foyer, l'élevé, puis avait été rejetée, remplacée, traitée comme si elle ne valait rien. Les souvenirs lui revinrent. Défendre Clara Hara, ignorer son instinct, balayer les avertissements des autres au nom de l'amour. Mais maintenant, tout était clair. Il n'avait jamais été aimé, seulement utilisé. Il se rendit à Chicago pour rencontrer Madame Pearl, emportant des photos de Ronald trouvées sur les réseaux sociaux. C'est lui, confirma-t-elle en pointant du doigt une photo de Ronald souriant, un café à la main, dans un bureau. Je l'ai vu plusieurs fois devant ta maison. Une fois, lui et Clara Hara sont partis ensemble, des papiers à la main, riant en montant dans une voiture. Plus besoin d'autres preuves. À l'hôpital, tandis que David dormait, James s'assit près de la fenêtre. La pluie tombait, les gouttes reflétaient la chute de ses rêves qu'il croyait réels. Il ne savait pas comment affronter tout cela, ni comment recommencer. Mais une chose était sûre, il devait demander pardon à Linda. Pas seulement pour lui, mais pour David. Être père ne se résumait pas à fournir un toit ou de la nourriture, mais à enseigner ce qui est juste, reconnaître ses fautes, chercher le pardon. Avant la fin de la journée, il écrivit une deuxième lettre, cette fois sans orgueil ni faux semblant. Maman, tout ce qu'on disait était vrai. Clara avait quelqu'un d'autre. Ils avaient un plan. Tout ce que j'ai fait contre toi, je le regrette maintenant. J'ai été utilisé, mais pire encore, j'ai utilisé ta confiance. J'espère que même si tu ne m'acceptes pas à nouveau, je pourrai corriger mes torts pour mon fils. Je comprends maintenant. Un foyer, ce n'est pas une maison. C'est toi. Dans le couloir silencieux de l'hôpital, seul le bip de l'ECG et les pas des infirmières résonnaient. Dans la chambre 312, David dormait paisiblement après son deuxième jour d'hospitalisation. La maladie avait laissé des blessures profondes, mais plus profondes encore étaient celles dans le cœur de son père. Tenant un bol de soupe, James s'approchait de la chambre de son fils quand il entendit la porte s'ouvrir. Depuis le couloir, il aperçut Clara Hara avec une peluche et des fruits. Mais avant d'entrer, elle parla au téléphone. Pas à David, à quelqu'un d'autre. Oui, le condo à Miami est finalisé. C'est fait. Linda est partie. Elle ne reviendra pas. James se figea. Le monde autour de lui devint silencieux. Sa voix transperça son cœur comme une lame. Non seulement on l'avait trompé, mais il avait été abusé jusqu'au bout. Il s'avança calmement. Clara, surprise, coupa son appel. James, je croyais que tu étais à la pharmacie. Pas besoin d'expliquer, dit-il fermement.
J'ai tout entendu. La tension crépitait entre eux. Il se tenait à la porte, serrant le bol de soupe, retenant sa colère. Pourquoi es-tu là, Clara Hara? Pour vérifier si David est encore en vie ou pour t'assurer que je n'ai plus rien. Elle força un sourire, ses yeux trahissant son malaise. Tu te trompes. Vraiment? Éclata-t-il. C'était qui au téléphone? Ton amant du condo ou le comptable qui t'a aidé à vendre la maison de maman. Clara resta muette. James s'approcha, non pas pour la blesser, mais pour en finir. Parmi tous les gens que tu pouvais tromper, pourquoi ma mère? Pourquoi moi? Ce n'est pas ce que tu crois, James, balbutia-t-elle. Je pensais t'aider à devenir indépendant. Ta mère te contrôlait? Non, cria-t-il. C'est la seule qui m'ait vraiment aimé. Elle m'a recueilli quand mes vrais parents m'ont abandonné. Elle m'a nourri, élevé, appris à me tenir debout. Mais toi, Clara, tu as détruit tout ça. Des larmes coulèrent sur son visage, non pas de colère, mais de regret. Comment avait-il pu trahir la femme qu'il avait pris comme son propre fils? Clara Hara resta silencieuse, consciente que tout était fini. Pars, murmura-t-il. Tu n'as plus besoin de jouer à la femme ni de prétendre aimer mon fils. Je m'occuperai de lui désormais. Juste moi. Clara Hara jeta un dernier regard à David, puis s'en alla sans se retourner. James resta auprès du lit de son fils, lui essuyant le front. Dans son cœur, il ressentait le poids de chaque choix, d'avoir tourné le dos à celle qu'il avait élevée, d'avoir misé sur la mauvaise personne. Fixant le plafond de l'hôpital, il murmura. « Maman, si tu m'entends, pardonne-moi. Tout est ma faute. » David respirait doucement, comme pour dire à son père. Tant qu'il y a de l'amour véritable, il reste de l'espoir. Le lendemain matin, James quitta l'hôpital avec les papiers de sortie de David. Pas de Clara Hara, pas de décision partagée. Dans la voiture, David dormait, son visage paisible malgré la douleur qui restait. En conduisant vers le Wisconsin, un film de questions défila dans l'esprit de James, des questions qu'il avait ignorées, mais qui hurlaient désormais pour obtenir des réponses. Pourquoi l'ai-je blessé? Comment ai-je pu rejeter celle qui m'a donné la vie? Comment réparer tout ça? Arrivé au portail de la maison d'Arthur, il hésita. Allait-il être accueilli par une étreinte ou par la colère? Mais au-delà de ses doutes, il choisit de l'affronter, non pas pour revendiquer ses droits, mais pour demander pardon. Il descendit de la voiture, portant David affaibli dans ses bras. La cour était silencieuse. Seul le vent et le bruissement des feuilles s'entendaient. Une vieille femme s'approcha. « Que voulez-vous, monsieur? »« Je cherche Lottie. Est-elle ici? » demanda-t-il doucement. Elle le scruta. « Êtes-vous James? » Il hocha la tête. « Suivez-moi. » Elle le mena jusqu'à une table sous un érable, derrière la maison. Linda était assise là, tenant un bracelet tressé qu'elle faisait tourner entre ses doigts. Elle s'arrêta net lorsqu'elle le vit. « Maman, » dit James d'une voix tremblante. « Est-ce qu'on peut parler? » Ses yeux, non pas en colère, mais emplis de questions, croisèrent les siens. Il s'agenouilla, tenant toujours David, désormais éveillé et attentif. « Pardonne-moi, » dit-il. « Pour toute la douleur que je t'ai causée, pour t'avoir repoussé, pour avoir douté que tu étais ma mère. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux apprendre. Je veux redevenir ton fils. Pas seulement pour moi, mais pour mon fils. » Il posa doucement David sur un petit banc. « Maman, voici David, ton petit-fils. J'espère qu'il pourra te connaître comme sa grand-mère. » Linda resta silencieuse. Pendant un moment, rien ne bougea. Puis James aperçut des larmes dans ses yeux, silencieuses, douces, pleines de la douleur qu'elle avait supportée. Elle se leva, s'approcha lentement, et murmura. « Mon fils. J'ai attendu si longtemps pour réentendre ça. Je suis ta mère. » Elle le serra fort dans ses bras, rempli de désir et de tendresse. David enlaça sa taille. Une étreinte qui effaça des années de fissures, de doutes et de distance. Au fil des heures suivantes, ils mangèrent ensemble dans la salle à manger de la maison d'Arthur, avec d'autres femmes. Des mères comme Linda, rejetées mais relevées. « Comment vas-tu, maman ?» demanda James en donnant de la soupe à David. « Je suis heureuse, mon fils, en paix. Et maintenant que tu es là, mon cœur est à nouveau complet. » Elle leva les yeux. « Mais cela ne veut pas dire que j'ai tout oublié.
James acquiesça. Je sais, maman. Je ne te demande pas d'oublier. Merci d'avoir choisi de pardonner. David prit sa main. Grand-mère, est-ce qu'on peut rester ici? Elle sourit. Mon trésor, toute personne avec un cœur aimant a sa place ici. 3 semaines après leur retrouvaille, une lettre arriva sans nom d'expéditeur, mais avec une écriture familière. Linda l'ouvrit sous l'érable où ils s'étaient retrouvés. Chaque mot était lourd, écrit d'un cœur repentant. Non seulement des excuses, mais une confession des fautes et une gratitude envers une mère qui n'avait jamais rien demandé en retour. Maman, je sais que désolé n'est pas suffisant. Mais je comprends seulement maintenant ce que signifie être parent. Maintenant que je le suis. Merci pour ton amour, tes sacrifices et tes soins silencieux. Si tu ne peux pas me reprendre comme fils, je comprendrai. Mais j'espère pouvoir t'écrire de temps en temps. Je t'aime tellement. Linda ne répondit pas. Elle n'écrivit pas, n'appela pas. Elle referma l'enveloppe et la glissa dans sa vieille Bible, à Luc 15h24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Son pardon n'avait pas besoin de mots. Il s'installa dans son cœur comme la rosée du matin. Un matin paisible, en mangeant un bagel dans le jardin, elle regarda David jouer à chat avec d'autres enfants de la maison. Son rire était une mélodie. Plus de poids, plus de peur, seulement de l'espérance pure. « Grand-mère, regarde-moi » cria-t-il en roulant dans l'herbe. « Attention, tu vas tomber » dit-elle en riant. « Je suis fort » répondit-il. Et dans ces mots, elle réalisa qu'elle aussi était redevenue forte. Chaque après-midi, elles se rassemblaient sous un grand chêne, les femmes de la maison d'Arthur. Des mères qui avaient aimé malgré l'abandon. Des grands-mères qui avaient pardonné sans qu'on le leur demande. Des femmes qui avaient tenu debout malgré un monde fermé. Un soir, en nettoyant une vieille commode, Linda retrouva un album photo jauni. À une page, une photo de James le jour de sa remise de diplôme au lycée, la serrant dans ses bras, rempli d'espoir. Elle la caressa. « Si seulement tu avais compris alors, mon fils, que je ne t'ai jamais vu comme différent, même si tu ne venais pas de mon ventre. Tu étais le cœur de mon cœur. » Elle referma l'album et le remit dans le tiroir. Lors d'un rassemblement hebdomadaire, David fit une prière avant le dîner. « Seigneur, merci pour notre nouvelle maison, pour ma gentille grand-mère, et pour mon papa qui apprend à être un bon papa. Amen. » Les yeux de Linda se remplirent de larmes, mais elle se contenta de lui serrer la main. Aucune prière d'innocence n'aurait pu signifier plus, preuve qu'un espoir renaissait des blessures passées. Un jour, en vérifiant la boîte aux lettres, elle ne trouva aucune nouvelle lettre. Au lieu de la tristesse, elle sourit. Elle n'avait plus besoin d'une autre lettre de James. Il était revenu, non seulement comme fils, mais comme père. Elle ne savait pas où sa vie le mènerait, mais la graine du changement était plantée. La maison qu'on lui avait autrefois arrachée était restaurée, non pas par la terre ou les murs, mais par un cœur capable d'aimer, d'accepter et de pardonner. Alors que le soleil se couchait sur le Wisconsin, Linda vit David courir vers elle avec un dessin à la main. « Grand-mère, regarde, je nous ai dessinés, moi, papa et toi. » On les voyait sous un arbre, mangeant des glaces. « Je veux une famille comme ça, » dit-il. Elle ébouriffa ses cheveux. « Tu as déjà une famille, mon trésor. Ici, dans nos cœurs. Notre maison est entière à nouveau. Merci d'avoir écouté. C'était votre histoire, Monsieur Espoir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et d'aventures incroyables.